Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Aujourd'hui, je vous parle de l'ego. L'ego dont on déclare que c'est votre plus grand adversaire. Dépasser l'idée qu'il vous faut être normal, elle vous prive de la chance d'être extraordinaire. C'est Uta Hagen qui a dit ça, une citation qui me parle tellement. À trop vouloir être normal, dans la masse, vous allez finalement vous priver et priver le monde surtout de cette chance d'être extraordinaire et de faire la différence. On fait souvent ça pour combler en fait un besoin d'appartenance, parce qu'on a l'impression que pour rentrer dans les groupes, pour être accepté, il faut, au-delà d'en accepter les codes, il y a comme une envie de se fondre en fait, une envie plus ou moins consciente qui, si on n'est pas vigilant, fait qu'on va disparaître pour être comme les autres. Je raconte ça dans une conférence que vous pourrez voir bientôt sur mon site, où j'explique qu'à trop vouloir me fondre en tant que métisse, quand j'étais petite, j'en ai oublié en fait que j'avais une part de moi africaine, et j'ai cru pendant longtemps que j'étais blanche comme les autres, à vouloir me fondre. Quand vous faites ça, quand j'ai fait ça, en fait, je me suis oubliée. C'est une manière de dire oui aux autres et non à soi-même. Et l'idée, pour affirmer votre différence, c'est de faire de vous votre priorité. Ryan Holiday disait dans son livre « L'ego et l'ennemi », il disait « L'ego est l'ennemi principal, surtout au niveau de vos ambitions ». Il appliquait ça au travail, en fait. Et il disait ceci: en début de carrière, il entrave l'apprentissage et le développement des talents. En effet, c'est vrai qu'en début de carrière, on veut tellement réussir, on veut tellement y arriver tout de suite qu'on a un peu de mal à se projeter, on voudrait y arriver immédiatement. Et apprendre, c'est souvent désapprendre, c'est se mettre en vulnérabilité, c'est se mettre en mode je ne sais pas, et c'est se mettre en déséquilibre. Donc, c'est l'ego qui prend les manettes et effectivement qui entrave le développement. Ryan nous dit, avec le succès, il peut aveugler et semer des problèmes futurs. Ça peut être lui aussi qui prend les commandes quand tout d'un coup, il y a cette expression un peu de ma génération qui dit « se prend le melon ». Parce que dès qu'on réussit, ça y est, il y a l'ego qui prend le dessus et qui dit « bah oui, c'est normal, t'es tellement génial, t'es tellement ceci ». Et c'est oublier que c'est le doute qui peut faire avancer l'homme, au sens où il nous ramène à l'humilité et il nous ramène à challenger ses réussites pour aller encore plus loin. Moi qui viens du milieu sportif de haut niveau, le plus dur n'est pas d'atteindre le podium, mais d'y rester. L'ego peut entraver ça. En cas d'échec, il amplifie chaque coup et rend la récupération plus difficile. Nous confirme Ryan aussi. Effectivement, en cas d'échec, au lieu de voir un apprentissage, de se relever et d'être encore plus fort après, on reste là, scotché, bloqué sur une défaite, en se demandant ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on arrive à finalement, je suis nul. Voilà, on arrive sur toutes ces considérations où on remet tout en question de qui on est, quoi. Donc en fait, Ryan Holiday conclut
Excusez-moi, pardon. À chaque étape, l'ego bloque votre chemin vers le succès et empêche la résilience. Intéressant ce qu'il peut faire. Hein. Mais c'est quoi l'ego, au fait? Et je suis allée chercher différentes définitions et j'ai trouvé plusieurs axes. J'en ai retenu 2. L'ego psychologique, une forme de conscience qu'on a de soi, c'est un petit peu ce qu'on perçoit de sa personnalité. C'est un mental fort. Voilà, en psychanalyse, on parle du moi, du je. Et c'est cette partie-là qui est chargée d'équilibrer nos impulsions, nos codes moraux. En analyse transactionnelle, on parle souvent aussi du parent normatif. C'est tout ce qui est les codes, la raison, ce qui va venir challenger un peu parfois l'intuition, le cœur, le corps même. Et puis il y a l'ego spirituel. Selon les philosophies orientales, l'ego c'est plutôt une entrave à l'éveil spirituel. Quand on s'élève spirituellement, il y a quelque chose de plus aérien, de plus léger et qui vient élargir le champ de conscience. Et quand l'ego arrive, il nous empêche d'atteindre l'essence des choses. Par exemple, pour les bouddhistes, l'ego serait une illusion, une perception qu'il faut dépasser. C'est quelque chose qui vient entraver la réalité, en fait. Voilà. Et du coup, ce qui est proposé, c'est on ne peut pas se passer de l'ego. L'ego nous est bien utile par instant. Même si c'est l'ennemi numéro 1 de la sagesse, ce qui entrave la sérénité, ce qui est source de souffrance par instant, en fait, l'ego est pourtant ce qui nous définit en tant qu'individu. Il est donc utile, un vrai soutien pour savoir, il est une des parties pour savoir qui on est, c'est la personnalité. La personnalité qui va me faire agir, dicter un comportement, nous motiver par instant, opérationnaliser les choses, voilà, à condition que nous sachions le maintenir à sa juste place. L'ego est important. Il ne faut ni le mettre trop, qu'il ne parle pas trop fort, ni trop bas. Et c'est quoi, parce que c'est quoi le problème de l'ego finalement ? Le problème de l'ego, c'est que quand il prend toute sa place et qu'il veut prendre trop de place et parler trop fort, il aime briller dans un monde matériel, par exemple. Pour lui, le matériel donne une indication et représente qui vous êtes. C'est celui-là qui insuffle la possession, le fait de vouloir des choses. C'est lui aussi qui veut gagner, obtenir des responsabilités. Obtenir des responsabilités comme une forme de pouvoir, et pour se pavaner, non pas pour contribuer au monde, influer sur des décisions, mais pour s'en glorifier, en fait. En fait, l'ego, c'est celui qui cherche à se montrer le meilleur et qui souvent veut prendre le contrôle sur les autres et sur les situations. L'ego, c'est... il y a Carole Anne Dessureau qui parle de ça dans les7duquebec.com. Je vous invite à aller voir. Elle parle des abus de langage de notre ego. En fait, elle dit il faut se méfier des mon, ma, mais, ma maison, ma réussite, mon chien, mon chat, ma femme, mon mari, mon entrepreneur, ma secrétaire, etc., etc. Et il y a une tendance excessive à la possession. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'ego qui possède. L'ego, il est aussi porté par une énergie un peu enragée. L'ego, dit-elle, n'aime pas, il veut. Il enrage de vouloir faire plus et être plus.
il perçoit ses manques intérieurs, il perçoit aussi le manque des autres et il en profite pour critiquer. Dès qu'on est arrogant, qu'on abaisse les autres, qu'on se sent supérieur, qu'on veut prouver sa valeur, qu'on cherche l'approbation, c'est notre ego qui s'exprime. Pour vous illustrer tout ça, je vous donne l'exemple qui provient du Dalai Lama et qui dit ceci. Quand je vois quelqu'un tomber, j'accours pour l'aider. Une personne ayant observé la scène arrive avant moi et l'aide. La question est la suivante. Suis-je heureuse de cette assistance donnée par l'autre? Suis-je déçue de ne pas l'avoir aidé moi-même? Si la réponse à la deuxième question est positive, c'est mon ego qui est en scène. J'aurai simplement à continuer à travailler intérieurement tout en ne me jugeant pas trop durement. L'ego est peut-être une illusion, mais il semble avoir besoin d'une certaine reconnaissance. À méditer. Moi, j'ai pu expérimenter cette histoire de l'ego, notamment dans le travail. Et je me souviens d'un manager qui m'avait dit une fois, parce que j'étais sur un conflit important en tant que moi-même manager, et qui m'avait dit « Tu veux gagner ou avoir raison ?» Et cette phrase, pour moi, elle est socle. Et elle me dit « En fait, tu veux avoir raison, c'est-à-dire te dire « Bah oui, j'ai raison ». Et du coup, là, c'est l'ego qui prend la parole et qui va vouloir mener les choses. Par exemple, vous échangez dans un échange émotionnel important parce que généralement, ça vient se nicher là quand il y a de l'émotionnel. Plus vous êtes embarqué, plus c'est important, plus l'ego va vouloir prendre les commandes. Et tout d'un coup, vous échangez avec cette personne émotionnellement importante et vous n'êtes pas d'accord. Et chacun expose ses raisons. Et on tombe très rapidement dans un dialogue de sourds où chacun veut dire sa façon, on tombe en justification, on entend des « oui mais », tu comprends ? « oui mais », ce terrible « oui mais », je dis souvent le « mais » est un non en fait. « Oui mais » c'est non, je ne te comprends pas, non, je ne suis pas d'accord. Et en fait, quand chacun donne sa version et que tout d'un coup vous avez un gros silence, ou vous entendez plus, ou que ça monte quand l'émotionnel, les émotions commencent à être moins bien gérées, vous commencez à partir dans la colère et ça peut finir par vraiment l'agressivité de part et d'autre et on se fâche et on claque la porte. Ça, c'est avoir raison. Gagner, c'est vouloir construire, arriver à un compromis, une solution qui satisferait les deux, une écoute de qualité qui montrerait de la compréhension de part et d'autre pour arriver à la prochaine fois, j'ai bien compris, la prochaine fois, faisons comme ça, ensemble, d'un commun accord. Ça, c'est gagner. C'est repartir grandi d'une dispute, d'un conflit, d'une difficulté qui s'avérait presque insoluble. Donc ce sont des phrases comme « Quand vous arrivez dans une discussion où vous ne sentez pas l'autre, dites-le lui. Et parlez de vous. Je ne te sens pas là. En fait, je comprends que tu me dis ça. En fait, quand tu me dis ça, voilà ce que ça me fait. Et voilà ce que j'aurais envie de te dire. Et en fait, moi, quand tu m'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti. » En parlant d'exemples un peu concrets, en expliquant les ressentis et en invitant l'autre à voir comment on peut faire ensemble pour la prochaine fois. Et là, on est dans l'absence d'ego. On est dans « je gagne ». Nous gagnons ensemble. Voilà l'intérêt de, me semble-t-il, d'avoir un œil extrêmement critique, présent sur l'ego, pour voir
jusque dans quelle mesure il nous aide et dans quelle mesure, en fait, il nous contrôle, il prend les commandes et il nous empêche d'être qui on est vraiment. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on ne peut pas se débarrasser de l'ego. Il fait partie de nous et si nous le maîtrisons, il est fort utile, en fait, pour nous aider à réaliser nos rêves. Mais il faut le mettre à la bonne place, qu'il ne soit pas un empêcheur de réalisation, qu'il ne soit pas toxique quand il prend le contrôle de nos réactions et qu'il nous pourrit nos échanges, nos relations, qu'il nous met le doute, qu'il nous empêche d'avancer ou qu'il nous fait avoir le melon quand on réussit. C'est juste de le mettre à sa bonne place. Et je vous propose de terminer avec 10 signes qui indiquent que notre ego nous contrôle. À vous de regarder combien de signes vous avez cochés ou peut-être de vous reconnaître dans une de ces situations. Dans les situations suivantes, c'est toujours notre ego qui nous dirige. Quand nous cherchons à avoir raison, quand nous bâtissons des scénarios dans notre tête, vous voyez, quand on présuppose de ce que va penser l'autre, quand on fait ce qu'on appelle de la lecture de pensée, quand nous nous sentons attaqués, que nous sommes susceptibles, quand l'autre dit quelque chose sans intention et que spontanément on se met dans un truc d'où on se sent agressé. En fait, ça vient cogner sur nos blessures. Je parlerai de ça dans un prochain épisode. Quand nous jugeons les autres ou nous-mêmes, je vous ai déjà parlé, je crois, oui, de l'intérêt de regarder le jugement comme ce que je juge chez l'autre. C'est peut-être une partie de moi que je n'accepte pas. Et de la même façon, de ne pas se juger soi-même, de s'accueillir. La première personne qui doit vous accueillir, c'est vous-même. Quand nous nous comparons en nous croyant supérieurs ou inférieurs, quand nous sommes en colère et que nous ne nous en sortons pas, que nous cultivons notre vengeance ou préparons notre réponse, quand nous ruminons le passé ou que nous anticipons l'avenir, quand nous nous sentons petits, tristes, angoissés, nerveux, quand nous avons peur de ne pas être à la hauteur, quand tout semble aller de travers et contre nos désirs. L'ego déteste avoir peur, avoir tort. Il se compare toujours aux autres. Il ne vit pas dans le présent, mais toujours dans le passé ou dans l'avenir. Il aime les mélodrames, les choses compliquées, les scénarios catastrophes et fuit quand nous nous centrons sur l'amour. Vous êtes-vous reconnu dans une de ces affirmations ou dans plusieurs? C'est pas grave, ça nous est tous arrivé, ça m'arrive encore. L'important est de le repérer pour tout de suite redonner sa place à l'ego, peut-être le rassurer en lui disant « Je t'ai entendu, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, il y a une autre vision des choses » et de reconsidérer la situation d'un point de vue de l'amour. Je vous laisse avec cette réflexion et vous dis à lundi prochain.